Yeah. Money never sleeps, pal. Money must be funny in the riches grow. Il faut bien admettre en effet que quelques petits excès étaient commis. D'ailleurs, à votre mort, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à l'an. Ils avaient le droit de faire ça. Le droit. Avec moi, vous êtes sûr de revoir votre argent. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur de commencer ce débat par me présenter. Donc, je suis Ariane Tichit et je suis enseignante-chercheuse à l'Université Clermont-Auvergne et je travaille sur la diversité monétaire. Angèle ? Bonjour à tous, je suis Angèle Dransart, salariée de la Doum, la monnaie locale du Puy-de-Dôme et de ses alentours proches. Bonjour Henri, citoyen, et donc au bureau de la pêche monnaie locale en région parisienne. Voilà, je m'intéresse aux questions monétaires maintenant depuis quelques années. Bonjour, je suis Damien, bénévole à la Roue, monnaie locale de Provence-Alpes du Sud. Bonjour tout le monde, donc je suis Dante, directeur général de l'association Euskal Moneta, qui gère l'Eusko au Pays Basque Nord. Je pense qu'on peut lancer la première question. Alors effectivement, les monnaies locales, c'est des instruments vraiment qui jouent à tous les niveaux de la transition. C'est-à-dire que c'est des instruments de transition économique aussi, mais aussi de transition écologique, démocratique, de territoire et solidaire. Ça a vraiment été bien repris dans un rapport qui est sorti cette année du mouvement Sol sur l'impact social des monnaies locales. Vous pouvez le trouver sur le site internet du mouvement Sol. Et on s'en rend compte dans nos monnaies qu'on arrive à vraiment à jouer sur la transition à plusieurs niveaux. Quand il y a quand on fait des actions solidaires en monnaie locale, par exemple, on arrive effectivement à permettre à la fois à des publics précaires d'accéder à une meilleure consommation et à la fois à soutenir des commerces de proximité. Quand on a une action aussi sur les projets, les entreprises du territoire, on voit qu'on arrive à la fois à fédérer des acteurs autour de projets communs, à les soutenir financièrement aussi. Donc voilà, on voit qu'on agit quand même sur des leviers différents de la transition. Je ne sais pas quels exemples vous avez aussi, vous, dans vos monnaies respectives. Donc, Damien, tu vas ou c'est... Bon, très bien. Au début de la transition, pour nous, les monnaies locales, c'est vraiment des outils de transition assez intéressants, en cela qu'ils vont relier des gens on va faire des dynamiques territoriales de transition, vraiment ancrées sur les territoires, par exemple au Pays Basque Nord ou dans le Puy-de-Dôme pour la Doum, voilà, en Île-de-France pour la pêche. Territoire par territoire, on va relier des gens d'horizons différents sur un projet de transition. Et quand je dis des gens d'horizons différents, c'est que tout le monde peut utiliser la monnaie locale, que ce soit les habitants, les entreprises, les commerçants, les paysans, les collectivités locales, c'est-à-dire surtout les mairies et les agglos, les communautés de communes. Les touristes aussi, donc on a un territoire touristique, les touristes peuvent utiliser la monnaie locale pendant leur séjour. Et en utilisant la monnaie locale à la place de l'euro, on entre dans une dynamique de transition de territoire. Parce que je pense qu'on est en fait l'intérêt des monnaies locales, c'est qu'elles sont complémentaires. L'euro fait bien tout un tas de choses. Il y a une chose que l'euro ne sait pas faire, c'est concentrer des échanges sur un territoire, puisqu'au contraire, c'est une monnaie internationale, européenne. Et du coup, ce recentrage sur un territoire pour faire agir les gens ensemble sur un projet de transition, ça, c'est quelque chose que font très bien les monnaies locales, tout simplement parce qu'on va développer les circuits courts, parce qu'on va mettre les gens en lien.
Et puis, la plupart d'entre nous, on a des critères pour sélectionner les commerces et les entreprises qui vont rentrer dans le réseau. On va plutôt prendre les commerces de proximité et pas la grande distribution. On va prendre l'agriculture paysanne et pas l'agriculture industrielle. Et on voit notamment dans ce rapport du mouvement Sol que tu citais, Angèle, que le fait d'utiliser la monnaie locale, d'une part, ben, ça permet de diriger les consommateurs vers ces commerces de proximité, vers la vente directe en agriculture paysanne. Donc, ça flèche vers une consommation durable, de qualité, de transition. Et après, la monnaie locale, elle met en lien aussi, dans une logique de circuit court, les entreprises du territoire et les producteurs du territoire. Par exemple, nous, on sait à l'EJCO que 56% des 1200 professionnels du réseau ont pris au moins un nouveau fournisseur local pour réutiliser leurs EJCO. Parce que s'ils ne réutilisent pas leurs EJCO, ben, ils doivent les reconvertir en euros, ils ont une commission de 5% à payer. Donc, ils préfèrent les réutiliser, donc ils vont aller chercher des fournisseurs à payer en EJCO. Et grâce à ça, ben, ils vont se tourner vers le territoire pour trouver des fournisseurs, vers les circuits courts. Et là, on voit qu'on a vraiment une action de transition assez importante. Du coup, je pourrais compléter, enfin illustrer, effectivement, ça met en lien des personnes très très différentes. Chez nous, à la Roue, on a un très grand territoire. On va du coup de Marseille jusqu'à les Alpes vers Briançon, et du coup, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Les personnes non plus, enfin les typologies de personnes non plus. Et du coup, en travaillant sur un projet de monnaie locale, en mettant en lien ces personnes, on arrive à se relier et quelque part aussi à s'interroger sur comment est-ce que la monnaie locale peut pas être un moyen de réduire les fractures qu'on peut avoir entre des grandes villes, les métropoles et les zones rurales. Parce que en fait, aujourd'hui, c'est un outil qui va irriguer ces zones en fait très différentes et pourtant qui ont une réalité puisque les métropoles ou les grandes villes ne peuvent pas aujourd'hui, par exemple, subvenir à leurs besoins alimentaires. Elles ont besoin de territoires qui sont plus ruraux. Et donc, la monnaie locale, elle permet de valoriser tous ces circuits. Ensuite, je dirais que c'est un levier de transition parce que la monnaie locale, elle permet de passer à l'action. C'est pas juste des grands discours. C'est voilà, chacun au quotidien peut faire le geste avec la monnaie locale de dépenser en monnaie locale et son geste va être beaucoup plus fort qu'un geste de dépense en euros dans un commerce qu'il aura choisi puisque sa monnaie va à la fois circuler après son échange dans un réseau d'acteurs vertueux, c'est un peu un des premiers avantages. Et le deuxième, c'est que les euros qu'il aura échangés pour obtenir la monnaie locale sont stockés sur un compte d'une banque éthique et donc qui sert après à faire des prêts à des projets du coup qui partagent les mêmes valeurs. Donc ça, c'est aussi un effet levier assez important. Et puis, à travers les collectivités territoriales dont on va reparler un peu après, en fait, il peut y avoir aussi un levier à utiliser une monnaie locale puisque, par exemple, si on donne une portion de subvention en monnaie locale, on flèche forcément l'utilisation de cette subvention vers les acteurs du territoire. Et du coup, très concrètement, pour des associations qui en bénéficient, même si elles ne sont pas de base ancrées dans la transition, elles vont être obligées de faire travailler le circuit local. Et donc, ça renforce la résilience du territoire, ça renforce le réseau. Et donc, voilà. Donc, en fait, je dirais, effectivement, c'est dynamique avec un S de transition parce que, en fait, c'est extrêmement varié. Henri, si tu veux compléter. Oui, moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire, mais c'est vrai que ce qu'on sent, c'est que les monnaies locales sont naturellement, en fait, ancrées dans cette problématique de transition. Et justement parce qu'elles sont complètement centrées sur l'économie locale et puis sur le principe de ces circuits courts que vous avez décrit. Moi, je dirais que ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est vraiment un outil qui permet de modifier d'un côté de la chaîne nos manières de consommer et de l'autre côté de la chaîne nos manières de produire. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant dans cette dynamique de transition. Et puis, l'autre point aussi que je vois, c'est que, comme tu le disais d'ailleurs, ça, finalement, ça rend les gens beaucoup plus acteurs, en fait. Donc, ça, c'est aussi très intéressant. Donc, dynamique de transition au pluriel, ouais, dynamique au pluriel, effectivement. Voilà, Ariane, si tu veux rajouter quelque chose. Non, pas à ce stade, justement. Peut-être qu'on peut passer à la seconde question.
Donc, je commence un peu sur les collectivités locales. Alors, les collectivités locales, je pense que c'est des acteurs économiques majeurs sur les territoires. Ça, c'est quelque chose que le commun des citoyens ne voit pas forcément, hein, mais les acteurs, les mairies, les comités de communes, les agglos et tous leurs syndicats intercommunaux, les EPCI, c'est-à-dire, ça peut être par exemple, des offices de tourisme, voilà, tout un tas d'organismes publics sur les territoires qui sont vraiment des acteurs économiques importants parce qu'ils gèrent des budgets importants, parce qu'ils ont beaucoup de salariés, parce que voilà, ils sont implantés, y compris en zone rurale, partout. Et c'est très important de les inclure dans les boucles de monnaie locale. Alors aujourd'hui, le cadre légal est restreint. Il rend les choses possibles, c'est-à-dire que les collectivités peuvent encaisser des monnaies locales, notamment exclusivement même dans les régies, c'est-à-dire dans tout ce qui va être guichet, le guichet d'une piscine, le guichet d'une médiathèque, le guichet pour payer son stationnement. Là, on peut aller payer, par exemple, en chèque ou en espèces, mais on peut payer en monnaie locale. S'il y a une convention, si la collectivité est adhérente à la monnaie locale et qu'elle signe une convention avec l'association. Et du coup, on peut payer en monnaie locale, mais derrière, la collectivité va devoir reconvertir ces monnaies locales en euros pour déposer au Trésor. Hein, parce qu'il y a un principe qui est l'obligation de dépôt des fonds au Trésor. Les collectivités locales n'ont pas le droit de garder l'argent elles-mêmes, elles doivent le mettre sur leur compte au Trésor qui est géré par l'État, en fait. Et ça, c'est une contrainte. Parce qu'on aimerait bien qu'il y ait une exception de dépôt des fonds au Trésor et que les collectivités puissent conserver ces monnaies locales pour les réutiliser. Hein, donc, avec le mouvement Sol, on essaye d'avancer dans ce sens et on a des propositions à faire intéressantes dans ce sens pour que payer une collectivité en monnaie locale ne soit pas synonyme de destruction de la valeur de la monnaie locale puisqu'elle est reconvertie en euros derrière. Ça, c'est vraiment en acceptation. Et puis, un autre volet très important qui est la dépense en monnaie locale. Ça, c'est quelque chose qui est possible grâce à un dispositif qui a été validé par l'État suite à une longue discussion, on va dire, avec la ville de Bayonne et le SCO. Et on a obtenu derrière que soit mis en place la procédure du mandat d'encaissement. Aujourd'hui, un adhérent du monnaie locale, qu'il soit particulier, entreprise, association ou élu, peut décider de demander une partie de l'argent de la collectivité qu'il va recevoir en monnaie locale. Par exemple, un élu va recevoir une partie de son indemnité en roux. Une association va recevoir une partie de sa subvention en pêche. Un agent de la collectivité va recevoir une partie de son salaire en double. Ça, c'est possible. Il suffit qu'il signe un mandat d'encaissement mandatant l'association pour encaisser à sa place. On remet ce mandat au Trésor. Et par exemple, dans une ville qui s'appelle Ustaritz, tous les élus ont décidé de recevoir une partie de leurs indemnités en Eusko. Ils ont tous ouvert un compte en Eusko, signé un mandat d'encaissement pour une partie de l'indemnité. Et tous les mois, l'Eusko, nous, on reçoit du Trésor public 50, 80, 100 euros pour chacun de ces élus. On va les mettre sur notre fonds de réserve dans une banque éthique et on va créditer le compte en Eusko de ces élus de la somme équivalente. Donc, ils reçoivent, in fine, leur indemnité en monnaie locale. Et ça, c'est important parce que, juste un chiffre là-dessus, il y a dans le Oriane Lafuente qui a fait un rapport dont une partie est reprise dans le rapport du mouvement Sol, qui explique le facteur multiplicateur local. Elle explique que 1 000 euros de dépenses faites sur un territoire en euros va générer au bout de 3 échanges 1 300 à 1 600 euros de revenus pour le territoire, hein, pour les acteurs du territoire. Si cette dépense est faite en monnaie locale, ces mêmes 1 000 euros vont générer 2 000 euros de revenus pour le territoire. Donc on voit bien l'intérêt qu'il y a pour les collectivités à agir. C'est-à-dire que les collectivités reçoivent une partie de l'argent local par les taxes, par les impôts, et cet argent-là qu'elles vont le dépenser. Si elles le dépensent en monnaie locale, elles vont beaucoup plus soutenir l'économie locale, les entreprises du territoire. C'est une façon de rendre au territoire bien davantage l'argent qui lui est pris, en fait. Hein, donc dans une boucle locale dans laquelle les collectivités auront un rôle pivot majeur pour que l'argent public local soit dépensé en monnaie locale pour rester sur le territoire. Je pourrais compléter ce que tu dis, Dante, en disant aussi que la collectivité territoriale, c'est des acteurs, je considère, mais comme je pense toi aussi, comme incontournables dans les projets de monnaie locale. Au départ, on pense les projets de monnaie locale comme des projets entre des citoyens particuliers et des professionnels.
Mais en fait, la collectivité locale, c'est un troisième pied du tabouret qui est essentiel. D'une part parce que elle a une capacité de proposer des débouchés en fait que ne proposent pas des entreprises classiques. Hein. Par exemple, pour des professionnels qu'on puisse payer les places de marché en monnaie locale, c'est quelque chose que en fait personne ne peut proposer à part la collectivité. Ou encore des services publics type piscine ou bibliothèque. Voilà, ce sont des choses qui sont importantes. Elle permet aussi de crédibiliser le projet pour une association, c'est-à-dire qu'au départ, c'est une initiative citoyenne, la monnaie locale, et des fois, elle souffre d'un défaut de visibilité, on considère que ce n'est pas sérieux, etc. Et le fait qu'il y ait une collectivité qui adhère au projet, en fait, ça va le rendre tout de suite plus crédible. Et ça, c'est important pour derrière qu'il puisse s'essaimer à une échelle plus importante que juste un petit groupe de gens convaincus. Parce que si on veut être levier de transition, la transition, c'est tout le monde, et donc il faut que le projet soit bien approprié. Et après, bon, ça tu l'as déjà dit, mais le fait de pouvoir injecter de la monnaie, une collectivité locale, elle peut injecter de la monnaie, alors elle ne va pas en créer, mais elle peut injecter dans le circuit de la monnaie, notamment en payant des salaires. Alors aujourd'hui, elle le fait à travers les mandats d'encaissement, donc le système n'est pas forcément l'idéal, mais elle a une capacité, en théorie, à mettre de l'argent sur le territoire en monnaie locale et à le faire même si elle n'en recevrait pas en fait la même quantité. Ça, n'importe quelle entreprise aujourd'hui peut le faire. Une entreprise, elle peut payer des salaires en monnaie locale, même si elle n'en a pas reçu. Il suffit juste qu'elle convertisse ses euros en monnaie locale et qu'elle puisse le faire. Pour les collectivités, aujourd'hui, ça, c'est pas encore possible. Mais comme tu disais, c'est quelque chose qui est en cours de travail au niveau du mouvement Sol pour que plus facilement, elles puissent réellement utiliser la monnaie locale et non plus passer par le système des mandats d'encaissement qui est un peu complexe. Voilà. Ensuite, je pourrais illustrer, alors, mais on pourra peut-être compléter, mais donc chez nous à La Roue, on a plusieurs collectivités qui utilisent la monnaie locale et qui adhèrent. C'est des collectivités qui sont de bords politiques très différents. Ça, c'est aussi assez intéressant. Le projet, il n'est pas marqué à gauche ou à droite, il est juste marqué comme quelque chose d'utile pour le territoire. Et ça, pour nous, c'est le fait qu'il y ait une collectivité, 2, 3, 4 qui rentrent, ça veut dire que, en fait, on n'est plus en train de cliver, on est en train juste d'essayer que notre projet il soit adopté par le plus grand nombre et donc on puisse faire transition au niveau de toute personne, quelle qu'elle soit en fait sa vision des choses. Et donc par exemple, on a chez nous la ville d'Avignon qui est adhérente, on a le Grand Avignon. Donc les deux font pas forcément la même chose. Le Grand Avignon, ils proposent un paiement de certains services publics en roue, ils abondent le change de euros en roue. En ce moment, on peut avoir en fait 24 roues pour 20 euros. Et la ville d'Avignon, elle complète ce change pour les étudiants. En fait, elle rajoute encore un bonus pour les étudiants. Le but, c'est que les publics qui sont pour la ville d'Avignon les plus ciblés par rapport à ces politiques publiques, eux, ils bénéficient d'un change le plus avantageux pour inciter ces publics-là à l'utiliser. Puisque souvent, les étudiants, ils ont un pouvoir d'achat qui est limité et ils ne vont pas forcément du coup dans les commerces du centre ou les commerces les plus éthiques. Et donc là, c'est un moyen de les inciter à y aller. Voilà, on a aussi la ville de Salon de Provence. Alors eux, ils font un peu un système un peu similaire. Eux, ils mettent ça en place là, cette année au marché de Noël pour inciter les Salonnais, donc les habitants de la ville, à aller faire leur marché de Noël dans le centre-ville, donc là où il y a des commerces indépendants, et non plus d'aller dans des grandes surfaces ou d'aller dans le commerce en ligne. Et donc voilà, le fait qu'ils utilisent la monnaie locale, ils sont incités à l'utiliser parce qu'ils ont un abondement au change, et donc ils vont aller l'utiliser plus facilement. Donc ça, c'est du coup, il n'y a que la collectivité locale qui peut proposer ce genre de dispositif. Si c'est un acteur privé ou un citoyen, il ne peut pas faire ça. Donc, c'est essentiel que les collectivités en soient. Voilà. Et puis, on a aussi là récemment, on a la mairie centrale de Marseille qui a adhéré. Alors, la mairie centrale, elle a adhéré de manière symbolique. Elle a adhéré pour permettre après aux mairies de secteur de pouvoir mettre en œuvre les politiques publiques liées aux monnaies locales, mais à leur niveau, donc un échelon plus local que la mairie centrale, parce que Marseille, c'est très grand. Et donc ça aussi, c'est intéressant parce que c'est pas à l'échelle d'une grande ville comme Marseille, en fait, le bon échelon est peut-être du coup plus sur la mairie de secteur qui est plutôt à l'échelle de quartier. Et donc, on retrouve aussi cet esprit-là que ça se fait, en fait, ces échanges avec des notions de quartier, de proximité aussi, même au niveau de ces collectivités territoriales. Je ne sais pas qui veut compléter, mais…
Oui, je pense à toutes ces collectivités en ce moment qui inventent, qui créent des bons pour soutenir à la fois la population et les petits commerces, qui se demandent à quelle échelle les faire, à quels critères d'acceptation, alors qu'en fait ils ont des monnaies locales sous la main qui sont déjà des outils qui circulent dans un périmètre restreint sur des commerces indépendants et éthiques. Et voilà, il y a des collectivités qui ont effectivement le bon sens de s'en saisir et de remplir ces objectifs. Voilà, plusieurs objectifs d'un coup, encore une fois, un objectif de solidarité avec les populations, un objectif de solidarité avec les commerçants, avec un seul outil qui marche très bien pour ça. Oui, vraiment, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez pu dire, surtout que nous, en région parisienne, justement, pour l'instant, on n'a pas vraiment réussi à franchir ce cap et c'est une des raisons pour lesquelles on a du mal quand même à s'étendre. Et en fait, pour synthétiser un petit peu le grand intérêt de mettre dans la boucle les collectivités locales, parce que c'est certainement un des principaux leviers. Il y a deux gros leviers pour vraiment changer de braquet, je dirais, dans une monnaie locale. En fait, à partir du moment où la collectivité s'implique, déjà, il y a cette crédibilité qui est très très importante aux yeux du grand public et quelque part ça recrée le lien de confiance qui est complètement indispensable dans toutes ces histoires d'échanges monétaires. Et puis il y a le levier du volume, c'est-à-dire qu'on augmente aussi le volume d'échanges à partir du moment où la collectivité s'y met, participe. Et puis, comme ça a été dit par Damien, c'est le type d'échange qui s'élargit avec des possibilités que n'ont que les collectivités locales. Tu as donné l'exemple des piscines, des places de marché, par exemple. Il y a les cantines scolaires aussi qui peuvent être payées en monnaie locale à partir du moment où la municipalité rentre dans la danse, je dirais. Et en fait, peut-être le plus important de tout ça, c'est que c'est le moyen le plus efficace de commencer à compléter le circuit de la monnaie locale, parce que tant que on n'arrive pas à faire tourner la monnaie locale, à la faire circuler entièrement, évidemment, on n'est pas encore tout à fait efficace. Et quand les mairies s'impliquent, quand les municipalités s'impliquent, elles vont recevoir la monnaie locale, mais évidemment reverser par le biais notamment, par exemple, de salaires, mais ça peut être aussi des primes, il y a différents moyens, ils peuvent rémunérer à leur tour, donc faire circuler beaucoup mieux la monnaie, et donc là aussi ça fait vraiment changer de braquet en fait. Donc c'est ça qui est très très intéressant, et on vient de faire notre assemblée générale à la pêche, et vraiment bon voilà, on a insisté sur la priorité maintenant pour nous d'aller convaincre voilà, différentes municipalités, parce qu'on n'en manque pas, mais jusqu'à maintenant on a eu du mal à les impliquer. Voilà. Mais sauf erreur de ma part, et Angèle, si tu veux compléter, on a un petit peu ce problème-là aussi, nous, sur le territoire du 63, où on a vraiment du mal à collaborer avec la métropole, notamment, la métropole de Clermont. Angèle, tu veux dire deux mots de plus là-dessus ? Oui, bon, on a de nombreux élus, en fait, qui souhaitent recevoir leur indemnité d'élus en double. On a vraiment une partie des élus qui sont très volontaristes, mais le sujet divise toujours en interne, et on voit que l'institution, pour le moment, ne se mouille pas, ne franchit pas le pas. Et alors, pour compléter, nous, ça démarre à peine, mais on a un petit groupe de travail qui se monte à l'université Clermont-Auvergne, pour qu'on soit certains enseignants-chercheurs, et je crois que ça serait une première, à pouvoir aussi toucher une partie de notre salaire
en monnaie locale, en l'occurrence ici en Doom, mais où on se heurte aussi, oui, on s'est dit symboliquement, ça serait pas mal quand même. Et pour l'instant, on se heurte au fait que, voilà, c'est pareil, c'est que les institutions, elles sont assez figées sur le fait de pouvoir dépenser dans un autre moyen de paiement que l'euro. Et donc, il faudra sûrement passer aussi par des mandats, etc. Et sur la masse salariale, les universités n'ont pas la main, mais elles ont la main, par contre, sur les primes. Et donc, vous disiez, bon, peut-être que une partie des primes, ça serait possible de les avoir en monnaie locale, en passant par un mandat avec la Doum, avec la DML 63. Donc, voilà, on a des réunions, là, et on commence à en parler. Donc, peut-être qu'on aura une grande première sur le territoire avec des universitaires qui se lancent. Je pense que, peut-être pour conclure, mais, sur ce point, mais je pense qu'il y a un effet d'entraînement, je pense, qui commence en fait déjà. Je pense qu'il y a des collectivités qui ont été pionnières, d'autres qui suivent, et pas des moindres. C'est-à-dire que nous, au Pays Basque, par exemple, on a 158 communes, 33 ont adhéré à l'EJCO, c'est 158. Donc ça commence vraiment à faire masse. Et la communauté d'agglomération Pays Basque, qui réunit ces 158 communes, et qui est la deuxième plus grosse métropole, communauté d'agglomération de Nouvelle-Aquitaine après Bordeaux Métropole, a adhéré aussi à l'EJCO. Et là où c'est intéressant, je trouve, c'est que ça a été voté, toutes ces adhésions, à l'unanimité, dans 90 à 95% des cas. En tout et pour tout, il y a 7 élus municipaux qui ont voté contre, sur 33 communes et tout le conseil permanent de l'agglo. Donc, quelles que soient les tendances, tu disais, Damien, tu le soulignais, c'est important, il y a cet effet-là de reconnaître des projets de territoire qui ne sont pas clivants, au contraire, qui réunissent, qui fédèrent les énergies. Et après, nous, ce qu'on voit, c'est que récemment, tu parlais de Marseille, mais la ville de Bordeaux vient d'adhérer à l'AMIAD. La région Normandie aussi défend sa propre monnaie locale. La métropole de Lyon a adhéré et souhaite aussi faire des paiements en gonette. On voit partout ces phénomènes-là. Et Angèle, tu parlais de cette distribution-là je crois que c'était toi, Henri, de bons cadeaux qui sont faits sur le territoire. La ville d'Angoulême l'a fait en Doum. C'est 250 000 euros. En bulle. La ville d'Angoulême, il a fait en bulle avec plus de 250 000 euros versés en bulle à des milliers de soignants pour que derrière cet argent aille au commerce du territoire. Et il y a une interview super intéressante sur les réseaux sociaux de Vincent You, qui est un adjoint de la ville d'Angoulême. Il explique que pour lui, les festivals, les clubs de sport, les CCAS, les associations doivent accepter dorénavant, il le souhaite en tout cas très fortement, une partie des aides de la ville en Doum pour que l'argent reste sur le territoire. Et là, je pense que il y a un nouveau logiciel qui est en train de se mettre en place, une exemplarité, que je pense que sur tous les territoires, y compris les vôtres, ça va suivre. À mon avis, on est au début de cet effet d'entraînement. C'est toujours des petits pas de toute façon. Hein. Même les premières collectivités, à chaque fois, ça a pris beaucoup de temps. C'était des petits pas, des petites victoires. Et puis, on voit qu'au bout d'un moment, ça prend. On change de question ? Bon, mais cette fois, c'est moi qui m'y colle en premier pour le sujet, puisque c'est quelque chose que je suis en train de regarder d'un petit peu plus près. En fait, au départ, c'est vrai que les deux communautés, donc des crypto-monnaies qui sont basées sur un principe de blockchain et puis les monnaies locales, ça avait l'air d'être des projets de contestation monétaire qui étaient vraiment à l'opposé. Donc, on voit pas bien comment on les emboîte et pourquoi c'est en train de se rapprocher. Mais pour moi, il y a quelques éléments, effectivement, qui sont d'une part les monnaies locales, effectivement, si elles sont parties au départ plutôt sur des moyens de paiement matérialisés, papier, pour plein de raisons, pour que les gens se les approprient, pour avoir aussi des images territoriales, que ce soit vraiment tranché par rapport aux billets en euros, etc. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles c'était vraiment utile visiblement dans la prise de possession par les citoyens de ces monnaies locales qui est une version physique de ces monnaies. Mais petit à petit, et dans le rapport là l'enquête nationale basée sur 2019 qu'ont sorti donc Marie Farr et Jérôme Blanc, il montre qu'il y a vraiment un mouvement de dématérialisation des monnaies locales,
ou passer cette phase voilà d'ancrage sur les territoires, d'identification, etc., se rendre compte que quand même le numérique, c'est très pratique pour le paiement. Et puis d'ailleurs, vous me contredirez, mais il me semble que c'est le Schco, la première monnaie locale qui a, en 2015, qui a sorti le Schco Card, là, la carte pour paiement avec des terminaux, donc quelque chose quand même qui a mobilisé pas mal de ressources financières, et puis de matériel. Et là, on est à peu près, donc ça serait à 17% des monnaies locales sur les 82 qui sont dématérialisées et qui donc circulent à la fois en papier et en numérique, avec vraiment massivement par contre le choix d'un fonctionnement par téléphone portable sur des applications, parce que c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup moins cher, c'est moins énergivore aussi que les cartes. Donc on voit ce mouvement voilà des monnaies locales qui se dématérialisent et qui apparemment sur le rapport de Jérôme Blanc et qui montre qu'en fait ça a permis d'augmenter les volumes de transactions pour certaines d'entre elles, vraiment parce que ça évite le passage par le comptoir de change. Alors personnellement, étant une utilisatrice de la Doom, en fait pardon, c'est mon collègue qui rentre, c'est pas prévu. Donc en fait, moi c'était vraiment un handicap pour moi, enfin un frein d'aller systématiquement à un comptoir de change avant de pouvoir aller dans les commerces locaux qui acceptent la Doom. Et là, depuis que je paye par iDoom, donc la iDoom étant sortie en 2018, j'ai des transactions beaucoup plus élevées en Doom. Donc si je me l'applique à moi, en fait, je suis la personne pour qui ça a fonctionné, qui utilise beaucoup plus les Doom depuis qu'elle est en version dématérialisée. Et donc ça crée une première petite convergence avec les crypto-monnaies qui sont évidemment numériques et donc complètement virtuelles et décentralisées. Mais c'est vrai que l'image qu'elles ont au départ, les crypto-monnaies, c'est d'être essentiellement spéculative, d'être complètement ancrée dans le système capitaliste marchand et notamment de spéculation, et donc très loin des valeurs défendues par les monnaies locales. Mais il y a des nouvelles générations de crypto-monnaies depuis 2014 en fait, qui commencent à se développer et à vraiment adopter les valeurs des monnaies locales, et notamment voulant promouvoir le respect de l'environnement, la transition énergétique, les circuits courts, etc. Donc on a quelques projets comme ça qui existent, notamment l'emblématique c'est le Solar Coin, où vous gagnez des solars coin quand vous créez de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques. Voilà, donc elle fonctionne, elle marche bien, et après vous pouvez dépenser vos solars dans la communauté des gens qui acceptent le solar, donc c'est la même chose que pour les monnaies locales. Et d'autres monnaies qui sont plutôt à vocation sociale et qui visent notamment à financer un revenu d'existence. Et là, en France, sur un territoire, on en a déjà parlé dans ces débats de Prenez Place, et on a la June, qui a été donc impulsée par la théorie relative de la monnaie de Stéphane Laborde, et qui vise à utiliser un principe de blockchain et donc de création de minage sur une chaîne de blocs pour mettre tous les citoyens au même niveau et à égalité face à la création monétaire. Et après, donc les gens de la communauté s'échangent des junes. Et ça, c'est assez proche des valeurs aussi des monnaies locales, évidemment tous ces mouvements de revenus d'existence, etc. Mais aussi les gens qui utilisent la june l'utilisent très fortement localement. Ils l'utilisent aussi beaucoup pour s'échanger des objets d'occasion, etc. Donc les valeurs là aussi elles sont partagées. Donc on voit en gros que ces deux communautés, à travers des nouveaux projets, elles commencent à se rapprocher, à converger. D'où l'idée de certaines monnaies locales, pour passer à leur dématérialisation, d'utiliser finalement la blockchain plutôt qu'une solution centralisée. Parce que là, jusqu'à présent, en tout cas, le tour d'horizon que j'ai fait, c'est 100% des monnaies locales, France en tout cas, qui sont dématérialisées. Elles l'ont fait par un système d'application ou de carte qui est un système centralisé. Damien. Sauf, oui, j'allais dire sauf le Léman. C'est ça ?
Voilà, alors là, justement, le Léman affiche à partir du billet Tujo et de la Comchain que eux, ils utilisent un système de blockchain pour gérer toutes leurs transactions et valider les transactions. Mais pour le moment, je suis en contact avec eux. J'ai pas réussi à les avoir pour savoir vraiment ce qu'ils font, parce qu'en fait, comme je travaille avec des informaticiens sur ces questions-là, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est et pour la confiance justement, c'est vraiment d'afficher publiquement à travers un white paper, un livre blanc, en fait, un article blanc, ils appellent ça comme ça, vraiment les caractéristiques techniques de la blockchain pour qu'elle soit vérifiable et que les gens qui s'y connaissent puissent voir un peu quelle est la technologie qui tourne derrière, est-ce que c'est de la proof of work, of stake, quoi que ce soit. Et le Léman, il n'y a pas ça. Et le billet Tujo, on ne sait pas ce qu'ils font avec. Et donc, là, j'ai été mise en contact avec les gens du Léman pour vraiment savoir un peu mieux, et jusqu'à présent j'ai pas réussi à avoir de rendez-vous pour savoir vraiment ce qu'ils font. Donc parce que le problème, c'est qu'il y a plein, enfin je le sais à travers le mouvement de certaines monnaies locales aussi qui s'étaient groupées à travers la start-up Monkey Money en 2017, je crois que c'était Monkey Money qui était une start-up et qui promettait de développer de la blockchain pour les monnaies locales. Et en fait, ça s'est arrêté en 2019 parce que la start-up, elle a pris le bouillon. Et c'est vraiment de la blockchain, c'est difficile à coder, c'est extrêmement complexe et les gens sous-estiment complètement l'objet technique. Et jusqu'à présent, de ce que j'ai vu, il y a plein d'initiatives comme ça de start-up. Il y a eu l'Impact Coin, le POI, etc. Ce qu'elles veulent faire finalement en utilisant la blockchain, c'est de valoriser des comportements éco-responsables et notamment de valoriser la consommation locale en mettant des bonus ou en créant de la monnaie pour les gens, pour récompenser les gens qui font l'effort, voilà, d'acheter local. Et pour l'instant, ça marche pas. En fait, les gens n'arrivent pas à le faire. J'ai trouvé aucun projet qui réussit à faire vraiment ça de manière propre et vraiment en utilisant une blockchain. Et le problème qu'on a, c'est de développer un truc sérieux sur de la preuve de comportement. Comment on arrive à prouver vraiment que telle personne elle est à tel endroit, etc. Comment on récupère les traces en automatique pour les inscrire dans la blockchain et que ce soit quelque chose de vérifiable. Ça, d'un point de vue technique, je n'ai vu aucun pour l'instant dans le monde, aucun projet qui réussit à le faire. Parce que c'est vraiment technique et ça a des enjeux. Pour l'instant, il y a des solutions qui n'existent pas, visiblement, qui n'ont pas encore été déployées. Voilà, donc je laisse la parole, j'ai déjà trop parlé là-dessus pour savoir un peu, oui, vous, d'un point de vue peut-être plus pragmatique, quel est votre sentiment et votre ressenti sur cette utilisation potentielle de la blockchain pour les monnaies locales? Alors, je peux essayer de compléter. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de la blockchain, mais à la roue, on est en train de dématérialiser la monnaie, on ne l'a pas encore lancée. Et tu l'as bien expliqué, Ariane, l'enjeu de la dématérialisation, il est vraiment important pour faciliter. Je vais me mettre dans c'est pile dans ma question. Les boules, je sais plus quoi faire. Ariane, tu es avec nous? Alors, je vais essayer de continuer, mais si elle me coupe. Ariane, tu es avec nous? Oui, ça y est, je suis revenue. Ah, ok. Donc, du coup, je recommence. Donc, vous me voyez, en fait? Je te vois, tout va bien. Bon, super. Donc, comme tu l'as dit, la dématérialisation des monnaies, c'est quelque chose d'un enjeu assez important pour faciliter en fait l'utilisation, puisque, comme tu l'as dit, le monnaie papier elle a l'avantage d'être réel, enfin voilà, d'être palpable dans la main, mais en fait, il faut passer par un comptoir de change pour avoir des monnaies locales, et du coup, c'est un petit peu lourd à gérer, et donc le numérique permet d'éviter cet inconvénient. Donc, nous, à la roue, on est en train là, de dématérialiser la monnaie, on devrait la sortir début 2022. Alors, on n'est pas tout seul sur cette question. On travaille en fait dans une communauté, une association qui a été créée par plusieurs monnaies locales qui s'appelle Loca Valuto, qui veut dire monnaie locale en espéranto. Et en fait, elle rassemble une vingtaine de monnaies locales qui mettent ensemble leurs ressources matérielles, leurs ressources humaines et leurs ressources financières pour essayer de faire des systèmes de paiement qui soient robustes, qui soient open source, qui soient faciles à utiliser et ergonomiques. Et qui soit le plus résilient possible pour après être utilisé à grande échelle. Donc aujourd'hui, le système de paiement, en fait, à Loca Valuto, on n'est pas sur un seul système de paiement. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de monnaies locales qui sont partis avec le système qui s'appelle Cyclos. Cyclos, c'est un système néerlandais qui est centralisé.
qui était open source il n'y a pas si longtemps et qui est devenu maintenant plus open source parce qu'ils avaient des problèmes de modèle économique. Voilà, donc il y a ce système de paiement qui existe. On travaille avec les personnes du projet Koinos que la Doom utilise. Pour les IDOM, c'est le système Koinos. Et il y a aussi le Léman qui est dans le projet Luca Valuto, le Léman avec son système billet toujours. Donc, je confirme que le système du Léman, c'est un système en blockchain. La chaîne s'appelle ComChain. En fait, c'est un fork de Ethereum et c'est une blockchain privée. Voilà, donc cette blockchain, elle sert à certifier les paiements de manière décentralisée. Aujourd'hui, ça tourne déjà au niveau du Léman. Mais le problème qu'ils ont, c'est que leurs interfaces sont pas trop ergonomiques et du coup, c'est peu adopté parce que c'est pas très ergonomique à utiliser. Donc, l'idée à Luca Valuto, c'est de relier ce système-là en fait, au système de gestion et en fait, aux interfaces qui sont en cours de création dans le projet. Et ces interfaces et systèmes de gestion, ils reposent plutôt sur un ERP CRM. Et pour le coup, à Luca Valuto, c'est Odoo qui a été choisi. Donc, Odoo qui existe aussi dans une version open source. Et le tout en étant hébergé chez la monnaie et donc, du coup, pas sur des serveurs qu'on ne maîtrise pas. Donc, on reste sur l'esprit de la monnaie locale où on reprend le pouvoir sur l'argent et sur ce qu'on fait. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, ça existe déjà. Après, effectivement, ça tourne à petite échelle au niveau du Léman et moi, je suis pas au Léman et donc je ne peux pas parler pour eux. Mais peut-être qu'ils étaient aussi très peu nombreux à faire tourner ça et donc ils n'ont pas forcément la disponibilité pour expliquer tout ça au grand public. Mais l'idée derrière de Luca Valuto, c'est que même si aujourd'hui, Cyclos, ça fonctionne très bien et on peut faire des choses avec Cyclos, l'idée, la vision, on va dire, à 5-10 ans, c'est d'avoir plusieurs solutions de paiement au cas où il y en ait une qui soit en fait qui ne marche plus ou qui soit attaquée parce que centralisée, et ben qu'on puisse basculer sur un autre système de paiement type blockchain qui nous permet du coup d'être beaucoup plus résilient face à ce genre de choc. Voilà. Donc c'est en cours. Après, c'est un travail énorme. Il faut imaginer les moyens qui sont mis en œuvre. Il y a des monnaies qui ont mis des fonds propres. Il y a des collectivités locales qui ont abondé. C'est des projets qui se comptent en centaines de milliers d'euros avec des gens. Ça s'appelle des compétences très variées. Enfin, on ne peut pas faire du paiement numérique aujourd'hui, ça ne s'invente pas. C'est pas comme même déjà imprimer des billets, ça ne s'invente pas. Il faut passer par un imprimeur, il y a des sécurités. Et dès qu'on parle de monnaie numérique, si on veut garantir la sécurité des échanges, la fiabilité, si on veut garantir qu'on est dans une éthique, ça se fait tout seul. Et aujourd'hui, les seules personnes qui font des systèmes de paiement à grande échelle, c'est des banques. Donc voilà, nous on est petits, on est des petites structures, on a vocation à grossir. Mais voilà, du coup, on a décidé de se mettre dans l'entraide. Et dans le projet d'entraide, il y a l'idée que voilà, plusieurs systèmes de paiement coexistent et qu'on choisit en fonction des objectifs qu'on a, c'est-à-dire soit, on va dire, l'idée de faire quelque chose qui fonctionne le plus vite possible parce que c'est quand même important que ça fonctionne pour les utilisateurs. Donc là, on partirait plutôt sur Cyclos, mais sans se fermer la porte d'aller vers une idée où on veut que ça fonctionne et que ce soit beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus décentralisé, et là d'avoir une possibilité de blockchain qui est du coup déjà intégrée dans le projet. Mais on va dire que, par exemple, nous à la roue, on n'a pas choisi de partir sur la blockchain du Léman parce que aujourd'hui, c'est pas encore prêt et nous, on a besoin que ce soit prêt demain. Et donc, mais ça ne veut pas dire que du coup, on les sort du projet. On est ensemble et on va essayer de garder un maximum de code commun pour que, en fait, quand eux, ils sont prêts, ils puissent utiliser aussi le système. Et après, on pourra décider de basculer d'un système à un autre. Voilà. Et donc, c'est ça la philosophie de Luca Valuto, c'est garder chaque monnaie avec ses spécificités, mais en même temps de mettre en commun parce qu'en fait, ça reste quand même très complexe et que globalement, on a quand même tous, on a les mêmes combats, en fait, on a tous le même but. Et donc, il vaut mieux qu'on soit ensemble sur ces choses-là plutôt que d'être chacun dans son coin à réinventer la roue, si je puis dire. Voilà. La roue numérique. Oui. Oui, je voulais juste intervenir, mais ça sera pas long, sur justement ce deuxième levier. C'est vraiment le deuxième gros levier avec l'arrivée des collectivités locales. Donc, le fait de passer en échange numérique. Donc là, pour le coup, au niveau de la pêche, on y travaille depuis une année. Effectivement, on a à peu près la même échéance de 2022 pour concrètement pouvoir passer en pêche numérique. Et c'est vrai que pour revenir sur cette fameuse question du circuit de la monnaie, un des grands avantages, c'est que ça permet de passer beaucoup plus facilement jusqu'aux producteurs, en fait, jusqu'aux fournisseurs, parce que c'est vrai que tant qu'on est qu'en monnaie
billets, c'est quand même assez compliqué d'aller toucher les fournisseurs ou les producteurs. Ça complexifie un petit peu le circuit de la monnaie, alors que ça devient beaucoup plus fluide avec l'outil numérique. Pareil pour les collectivités territoriales, hein, c'est sûr que c'est plus facile pour elles aussi si on ne fonctionne pas que en billets. Mais donc, très gros levier, vraiment, c'est les deux leviers principaux pour changer de braquet dans une monnaie locale. Simplement, je voulais juste dire ici pour les gens qui nous écoutent que je pense qu'on est quand même tous à l'unanimité dans toutes les monnaies locales, vraiment d'accord et très attachés au principe de garder une monnaie papier. Quand même, hein. Donc on n'est pas sur l'idée, je pense, d'une bascule complète, et donc toujours garder quand même la possibilité, le choix pour les utilisateurs de continuer à utiliser la monnaie papier. Et ça, c'est d'autant plus important qu'on a quand même à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, le spectre d'une suppression de l'argent papier qui ne sera pas sans conséquence. Et donc, ça peut être d'autant plus utile si tous les circuits de monnaie locale dans le monde gardent l'outil papier. Un jour, ça pourrait être très, très intéressant pour pour permettre aux gens quand même de se retourner sur des échanges extrêmement locaux, mais qui seront finalement assez discret, puisque un des inconvénients de passer au tout numérique à l'échelle mondiale, je pense que tout le monde commence à comprendre qu'il y a un enjeu en termes de contrôle, hein, en termes de contrôle des populations, contrôle de la totalité des échanges. Et c'est vrai que si on garde la main sur un outil matériel comme les échanges de billets, ça garde une certaine confidentialité, et ça c'est tout à fait intéressant dans ce contexte. Voilà, je laisse la parole. Merci Henri. J'ai vraiment cette remarque-là aussi sur les échanges entre professionnels. Nous, on s'en rend compte à la Doom. L'essentiel des échanges numériques en Doom, c'est entre professionnels. Vraiment, même si l'e-Doom marche bien, c'est une goutte d'eau par rapport aux virements entre pros qui sont vraiment très conséquents. Et faut se rendre compte aussi que c'est très avantageux, non seulement par rapport à la monnaie locale papier, mais même par rapport aux virements en euros, parce que les virements en monnaie locale, ils sont gratuits, ils sont immédiats, ce que ne sont pas les virements en euros. Et les professionnels, quand ils s'en rendent compte, après ils font plus semblant en termes de nombre d'échanges et de montant des échanges. Et notre informaticien fait un calcul qui remonte déjà à un moment, donc ça doit être beaucoup plus maintenant. Mais en quelques années, en peut-être 5 ans, les professionnels du réseau Doom avaient économisé collectivement 22 000 euros de frais bancaires. Voilà. Alors, sur le numérique, si je peux faire part de l'expérience de Dashco. Alors déjà, pour la blockchain, nous, on n'a pas de religion là-dessus. On a plutôt tendance à considérer que le numérique, c'est un outil pour nous, et peu importe ce qu'il y a derrière, tant que c'est sécurisé et fiable et que ça fonctionne pour nos utilisateurs, derrière, voilà, c'est ça l'essentiel. Derrière le blockchain, je vois qu'il y a des intérêts en termes de traçabilité et de sécurité, donc on suivra ça avec intérêt. Mais pour nous, voilà, ça n'a jamais été un débat prioritaire en notre sein, alors que c'est vrai qu'au sein de la monnaie locale, il y a pas mal je trouve, d'effervescence autour des questions numériques. C'est intéressant, il y a plein de projets qui se font, et je vois qu'Ariane, tu suis ça de très près, et c'est vrai qu'il y a de l'intérêt. Bon, là, nous, c'est pas on est plus dans l'action quotidienne de la développement de la monnaie sur le territoire, et donc voilà, pour nous, déjà, un outil numérique qui fonctionne, c'est déjà bien, en fait. Et ce qu'on souligne beaucoup à travers les formations qu'on fait à travers l'Institut des monnaies locales, qui est l'organisme de formation qu'on a co-créé, c'est que le passage au numérique, ce n'est pas que du numérique. C'est aussi beaucoup d'organisation, de gestion. Il faut, voilà, dans le cadre légal actuel, il faut pouvoir avoir la pièce d'identité de la personne qui ouvre un compte. Il y a des obligations en termes de sécurité des données de paiement. Voilà, il y a pas mal de choses à mettre en place. Et puis il y a toute l'animation après, parce que les gens, ils adhèrent à la monnaie locale parce qu'ils sont convaincus. Il faut quand même aller les chercher. Et c'est pareil quand on passe au numérique. Pour qu'ils ouvrent un compte, il faut aller les chercher. Une fois ça dit, si on mène ça bien, ça marche. Je pense vraiment, tu as raison envie de dire que c'est un des gros leviers de développement. J'ai ressorti les courbes qu'on avait faites
à l'EUSCO sur l'évolution de la masse monétaire en circulation en EUSCO. Hop, et je vais vous montrer ça. On va voir si j'arrive à faire un partage d'écran en direct. Je ne suis pas le plus doué. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ah non, ça marche. Je vous avais prévenu. Là, non, ça ne marche toujours pas. C'est un beau fond noir. Ah, c'est un beau fond noir. Bon, bah, écoutez, je ne vais pas faire ça alors. J'ai arrêté le partage. Bon, en gros, il y a vraiment une courbe de croissance très forte. Quand on est passé en mars 2017 au numérique, on a vu une croissance très constante en fait. Donc, quelle sens je la fais? On est un peu à l'envers en vidéo. Bon, top. Donc, ça c'est bien, voilà. On avait vraiment une croissance constante avec les billets entre janvier 2013 et mars 2017. C'était vraiment étonnant. C'était très, très, très régulier. On augmentait, voilà, trimestre après trimestre, ça augmentait. On est arrivé à plus de 500 000 logos en circulation. Et quand on est passé au numérique, la courbe, elle s'est mise à se redresser et ça ne s'est jamais arrêté. Et vraiment, on a passé, du coup, après, en un peu plus d'un an, on est passé de 500 000 à 1 million de chevaux. Après, on a mis, je crois, presque 2 ans, un peu moins de 2 ans pour passer de 1 million à 2 millions de chevaux. Et là, en circulation. Hein. Et en 13 mois, on est passé de 2 à 3 millions de chevaux. Donc, en fait, le rythme s'accélère parce qu'il y a une vraie, comme tu disais, Angèle, les échanges entre pros sont déterminants. En gros, 75% des chevaux numériques sont sur les comptes des professionnels et 25% sur les comptes de particuliers. C'est les particuliers qui amorcent la pompe. Ils font du change d'euros en ESCO de façon automatique chez nous tous les mois. Tous les mois, il y a quasiment 150 000 ESCO qui sont crédités sur les comptes ESCO des adhérents particuliers. Et ils vont après les utiliser auprès des commerçants qui vont les échanger entre professionnels. Et voilà, les particuliers amorcent la pompe. Avec le numérique, ils ont des ESCO sur leur compte directement, ils peuvent payer par leur carte ou leur smartphone. Du coup, ils ont toujours des ESCO sur eux. Voilà. Et un élément important dans les monnaies locales, mais dans toutes les initiatives de transition, quelque part, c'est le changement d'habitude. Changer d'habitude, ça veut dire s'approprier un nouveau moyen, un moyen de paiement. Changer d'habitude pour trier les déchets, changer d'habitude pour peut-être rouler différemment, se mettre au vélo, faire du covoiturage. Voilà. Tous ces changements d'habitude-là sont essentiels dans la transition. Utiliser une monnaie locale aussi. Et le numérique permet de simplifier considérablement. Voilà, c'est ça peut-être que je trouve qui est important aussi, c'est ce côté-là simplificateur et qui permet du coup de mettre vraiment en mouvement plus fort les gens, les entreprises, les collectivités dans la dynamique de monnaie locale parce que c'est beaucoup plus facile en fait avec un outil numérique. On continue sur le numérique parce que peut-être on passe à la question suivante. Question suivante. Alors, la création monétaire. Excusez-moi, j'arrive. Donc, la création monétaire, c'est le direct, hein, c'est comme ça. La monnaie locale. Alors, aujourd'hui, du coup, alors la monnaie locale et la création monétaire, donc il y a peut-être deux aspects dans la question. Il y a la question, est-ce que techniquement, on peut faire de la création monétaire avec des billets de monnaie locale et est-ce que c'est possible dans le cadre légal? Et après, il y aura peut-être un troisième volet. Alors, techniquement, en fait, aujourd'hui, il suffit d'imprimer des billets et de dire que ces billets valent, mettons, 10 euros. Et puis, si les gens le croient, et ben, en fait, on a fait de la création monétaire. Parce que la question de la monnaie, c'est essentiellement une question de confiance. Si derrière un billet de 10 euros, on sait que ça vaut 10, c'est parce qu'on a confiance dans ce billet. Quand on met en circulation des billets de monnaie locale, bah, on dit que ça vaut 10 roues. Voilà, les gens ont confiance là-dedans parce qu'il y a le change des 10 euros de l'autre côté. Mais ils ont confiance, on leur dit qu'on fait ça, mais ils ne vérifient pas. Donc, en fait, on pourrait très bien, si on voulait, mettre des roues en circulation sans contre-change, mais ce ne serait pas forcément très souhaitable relativement à ce qu'on a dit avant. Si on essaye d'avoir des partenaires très diversifiés, de la confiance, etc., je pense que le pot rose serait vite découvert. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça avec de la monnaie locale, en tout cas. Donc ça, donc techniquement c'est possible et donc légalement, en fait aujourd'hui c'est pas possible en France parce que en fait les monnaies locales sont inscrites dans un cadre légal, donc c'est la loi de 2014 de l'ESS
Et donc, cette loi, elle dit qu'en France, une monnaie locale, elle est adossée à l'euro à raison d'une unité de monnaie locale égale 1 euro. Et donc, aujourd'hui, si on veut s'inscrire dans le cadre des monnaies locales complémentaires, telles qu'on parle aujourd'hui, on ne peut pas envisager de création monétaire par ce biais. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Après, on nous pose souvent la question de savoir, oui, mais si l'euro s'effondre, est-ce que vous vous effondrez? Alors, bon, déjà, l'euro n'est pas encore effondré. Ça arrivera peut-être un jour, mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas la question. Mais si jamais ça arrivait éventuellement, en fait, il est possible, enfin, la monnaie locale étant gérée par des citoyens, c'est les citoyens qui fixent les règles du jeu dans un cadre légal existant. Si on a accumulé on va dire, une communauté assez importante de personnes qui utilisent la monnaie locale et qui ont confiance en elle, si un jour il y a une crise monétaire qui frappe l'euro, il pourrait y avoir une décision dans l'association qui gère la monnaie de dire, bon, bah, on s'affranchit de la parité et du coup, on peut aller derrière sur des systèmes de création monétaire. Mais pour que ça marche, il faut déjà qu'on ait une communauté d'acteurs qui l'utilisent et qu'on ait fait nos preuves sur le terrain. Donc, on retombe sur la question d'avant, est-ce que d'abord, il faut d'abord essayer de faire masse, entre guillemets, enfin voilà, de devenir quelque chose d'incontournable au service d'un territoire, utilisé par le plus grand nombre, et après, éventuellement, de s'affranchir de cette question aujourd'hui, on est dans une parité, ou est-ce qu'il faut d'abord se mettre hors de cette règle-là, un peu comme le fait la June, et puis du coup dire du monde va venir. En fait, c'est des questions de stratégie. La monnaie locale, la stratégie, c'est d'abord de dire on a un outil, on va essayer de le faire utiliser par le plus grand nombre pour sensibiliser aux questions monétaires, pour essayer que chacun puisse faire ses achats localement dans des commerces vertueux, voilà, dans des circuits courts. Et donc, c'est ça le parti pris de base. Et par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fermé à l'idée, mais en fait, aujourd'hui, pour faire de la création monétaire, la monnaie locale, ce n'est pas, a priori, l'outil adapté. Mais voilà, moi, c'est ce que j'en dirais aujourd'hui. Mais peut-être que voilà, on n'est pas là pour être tous d'accord là-dessus. Donc, c'est très intéressant qu'on en débatte. Oui, Ariane. Oui, parce que justement, cette histoire de 1 pour 1 et d'utilisation du fonds de réserve, j'ai remis le nez dans la loi de SS, justement, 2014, et puis après, j'ai contacté Daniel, etc., pour en avoir le cœur net, mais en fait, il n'y a rien d'écrit dans la loi. La loi, elle dit juste que c'est des titres de paiement. Mais ça, la parité 1 pour 1, c'est les monnaies locales qui ont décidé de fonctionner comme ça. Et pour des raisons, on le voit très bien, hein, complètement pragmatiques, de pas avoir de conversion à faire, etc. Et pour le fonds de réserve, c'est la même chose. C'est qu'en fait, c'est les monnaies locales pour que les citoyens, enfin pour gagner la confiance des citoyens, elles disent qu'elles ont tout... voilà, il y a quelqu'un qui, Nicolas, le texte de loi impose-t-il vraiment que adossé 1 pour 1? Non, en fait non. Dans le texte de loi, j'ai rien trouvé. Et pareil sur le fonds de réserve, c'est pour ça que les monnaies locales, en fait, en partie, elles peuvent utiliser leur fonds de réserve, parce qu'elles ont absolument le droit de le faire. Il y a rien du tout décrit dans la loi sur le fonds de réserve. Mais par contre, c'est un truc un peu de bon sens. Évidemment que s'il y a le moindre problème sur les moyens de paiement en monnaie locale, il faut que les monnaies locales, elles soient en capacité de rembourser les gens qui avaient converti leurs euros. Donc, on voit bien le principe, mais vraiment, la loi, elle est beaucoup moins contraignante sur ces aspects-là, en tout cas, que ce qu'on pense en général. Et c'est pour ça qu'un décrochage entre l'euro et les monnaies locales, comme tu viens de le dire, Damien, ça serait complètement possible en cas de défissage de l'euro, parce que dans la loi... elle n'a pas à être adossée à 1 pour 1, quoi, la monnaie locale. Donc. Mais si Angèle, pareil, si tu veux rajouter peut-être quelque chose, si tu as participé à ce genre de débat à la Doom, ou parce que je crois que vous en avez discuté. Ou dans tout. Ouais. Vas-y, Angèle. Il me semble qu'il y a plusieurs textes qui s'appliquent et parfois se contredisent entre la loi sur les monnaies locales, le code monétaire et financier, etc. Et effectivement, du coup, il y a des zones de flou. Voilà, nous, c'est vrai qu'à la Doum, on a décidé d'investir une partie du fonds de réserve sous forme de part sociale, notamment dans des projets locaux responsables. Il y a d'autres monnaies locales qui disent c'est interdit. Voilà, à ce niveau, c'est vraiment des questions d'interprétation de la loi. En tout cas, bon, depuis qu'elles existent, les monnaies locales, prennent de l'avance sur les réglementations en général, parce que les monnaies locales ont commencé à exister en 2010 par là, et la loi sur les monnaies locales date de 2014. Donc on voit bien que
les monnaies locales expérimentent et la législation suit. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à s'engouffrer dans les failles et puis à en discuter ensuite. En fait, là, nous, quand on s'est lancé en 2000, quand on a commencé à travailler sur le projet en 2011, on faisait partie du premier groupe des monnaies locales qui se lançait avec l'abeille dans le Lot-et-Garonne en premier en 2010, comme tu disais, Angèle. Et dans le réseau des MLCC, à l'époque, on avait commencé à avoir des échanges avec la CPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est un organisme affilié à la Banque de France et qui supervise l'ensemble du secteur bancaire et assurantiel en France, et qui supervise notamment toute la mise en œuvre du code monétaire et financier. Et là, on est dans du droit européen plutôt. Hein. C'est des directives sur les services de paiement qui sont appliquées en France et qui sont, comment dire, transposées en France, principalement par la CPR, et la CPR qui transpose et qui après vérifie l'application. Et le code monétaire et financier, on va dire que c'est un peu la Bible de ce secteur-là. Et la CPR nous a demandé ce qu'on faisait, en fait, et a cherché à avoir une compréhension de ce qu'étaient les monnaies locales. Et elle a émis des préconisations. Donc aujourd'hui, on n'est pas, en effet, ce n'est pas dans la loi que c'est écrit, c'est plutôt dans les préconisations de l'organe de supervision des monnaies locales qui est la CPR, qui a dit les monnaies locales, tant qu'elles sont comment dire, c'est ni fongibles ni liquides, elles sont en fait, elles ont le droit d'exercer, elles sont hors champ de la réglementation bancaire. Hein, c'est-à-dire que tant que c'est du billet et qu'en fait c'est un cercle limité d'accepteurs et qu'on ne rend pas de monnaie en euros sur un paiement en monnaie locale, pour la CPR, on peut exercer en tant que monnaie locale complémentaire et elle ne va pas demander de compte, hein, parce qu'on est hors champ de la réglementation bancaire. Par contre, il faut assurer ce qui est de bon sens, comme vous disiez, hein, c'est-à-dire que si un jour on arrête le système, il faudra rembourser les porteurs. Voilà, il y a cette exigence-là de respect de nos adhérents de pouvoir rembourser. Mais ce n'est pas un cadre légal à proprement parler. Et ensuite, quand on passe au numérique, il y a une contrainte qui est de plus en plus forte parce que du coup, les volumes vont augmenter avec le billet et le numérique. Et la loi sur la République numérique d'octobre 2016 autorise les monnaies locales complémentaires à circuler sous forme numérique jusqu'à atteindre le seuil d'1 million d'euros de transactions sur 12 mois. Et après quoi, il faut déposer un dossier de demande d'agrément ou d'extension d'agrément à la CPR, hein, pour pouvoir exercer sous le contrôle de la CPR. Voilà, donc ça, c'est une démarche qui est beaucoup plus exigeante. Et aujourd'hui, quand même, les monnaies locales dépendent du code monétaire et financier, donc dépendent de la CPR et doivent respecter ces préconisations, à mon sens. Hein. Donc, mais comme je l'ai dit, il y a des contraintes plus ou moins fortes selon le type de monnaie locale qu'on met en circulation. Et je vois bien des monnaies locales complémentaires, hein, qui sont les seules à être intégrées dans le code monétaire et financier. Pas des systèmes comme la Joule, qui ne sont pas des monnaies locales complémentaires, voilà, ou le SolarCoin, qui ne sont pas des monnaies locales complémentaires et qui ne sont pas intégrées dans le code monétaire et financier. Hein. Je parle bien des TMLC, des titres de monnaies locales complémentaires, tels que définis par l'article 16 de la loi ESS du 31 juillet 2014. Mais d'accord, donc du coup, le SCHCO, vous avez dû faire des démarches parce que vous avez passé le million de transactions. Tout à fait, on a déposé notre dossier à la CPR. Et pour l'instant, ça ne change rien pour vous? Ah ben, le dossier est quand même bien costaud. Hein. Le dossier est costaud. Et bon, on est dans les échanges, en tout cas, on est en train de répondre à leurs questions. Et on sent que le niveau va monter en termes de contrôle interne, en termes de sécurité des moyens de paiement. Voilà, il faut vraiment monter enfin, on a le niveau, je pense, en termes de sécurité des paiements. Après, en termes de contrôle interne, il pousse assez loin pour des choses qui, pour nous, ne représentent pas des risques. On va voir où va se trouver le point d'équilibre entre ce que nous faisons et leurs exigences. On va trouver on espère le bon point d'équilibre pour pouvoir continuer à exercer comme on le fait maintenant. Mais bon, voilà, on est les premiers à le faire, je crois, donc on essuie les plâtres. Du coup, oui, il y a un commentaire là qui dit que l'article impose des réserves et que ces réserves ne peuvent pas être distribuées, l'article de la loi de 2014. Effectivement, on n'a pas trop parlé de cette question-là, mais en fait, même si la loi déjà impose certaines choses, et effectivement, Dante l'a dit, la CPR, en fait, en impose d'autres derrière, et en fait, c'est des questions aussi de taille. C'est-à-dire que quand on démarre et qu'on est un petit système, voilà, pour très peu d'acteurs et qu'on fait des choses dans notre coin, il n'y a pas de problème. En fait, on peut s'affranchir de certaines règles. Et d'ailleurs,
les monnaies locales papier, elles sont en théorie dans le champ de la CPR. Et la CPR ne va pas aller contrôler chaque système, elle va contrôler à partir du moment où les systèmes prennent de l'importance. Et du coup, c'est le cas de l'ECHCO. L'ECHCO grossit et donc l'ECHCO, forcément, doit montrer patte blanche en fait, pour continuer à exister. Notamment aussi, on est obligé de faire ça parce qu'on prend le parti d'aller travailler avec tous les acteurs, dont des collectivités qui, elles, pour le coup, ne peuvent pas accepter qu'on travaille avec un système qui soit, on va dire, complètement hors champ de régulation. Sinon, ils vont avoir des problèmes assez importants avec leurs trésoriers payeurs, etc. Donc, du coup, oui, du coup, on est en avance. Enfin, le SCHCO, du coup, fait son dossier à la CPR. C'est la première monnaie à le faire. Et peut-être que, du coup, la loi va changer par rapport à ça, parce que si toutes les monnaies se mettent à faire ça, la CPR va passer son temps à contrôler les dossiers de monnaie locale. Donc, c'est pas forcément, je pense pas qu'ils sont là pour ça. Mais du coup, aujourd'hui, même dans la terminologie même, on est monnaie locale complémentaire. Et donc, complémentaire égale complément à l'euro. Donc, même si la parité, c'est pas forcément 1 pour 1, on est sur quelque chose avec, effectivement, on a choisi 1 pour 1 parce que c'est plus simple. Mais on ne peut pas, du jour au lendemain, passer de 1 à 1,2, puis après que ce système passe change de valeur. C'est-à-dire qu'on est des systèmes qui, normalement, n'interviennent pas du tout sur les questions d'inflation, de création monétaire. On est juste une manière de colorer des euros, on va dire, pour qu'ils circulent dans des circuits qu'on a choisis. Voilà, c'est ça l'objectif. Après, l'objectif de créer de la monnaie avec de la monnaie locale complémentaire, ben, voilà, ça reste possible théoriquement. Je pense que personne ne se l'interdit le jour où la situation le permettra. Mais il y a des initiatives qui travaillent vraiment sur cet aspect-là, et la June, pour le coup, est beaucoup plus pertinente sur cet aspect-là. Parce que bah, voilà, la valeur de la June par rapport à l'euro, elle est variable en fonction de critères qui définissent eux. Et ça, c'est pas possible avec des monnaies locales complémentaires et citoyennes comme là, on est autour de la table. Mais c'est pas pour autant que la June, c'est quelque chose de… Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, d'avoir une diversité d'alternatives possibles. Et que la June, on se connaît, on discute avec eux, c'est intéressant. Ils approchent une autre facette du problème. Et voilà, on doit toujours garder en tête qu'il y a plusieurs facettes et que nous, on n'en résout que peut-être une seule partie. Et qu'eux, ils ont raison sur une autre partie. Et puis, voilà, le but, c'est que ces systèmes-là, ils grandissent et que voilà, ils finissent par corriger les défauts de l'euro voilà, à grande échelle. C'est un peu ça l'idée. La biodiversité monétaire. Voilà. Merci. Je voulais recentrer sur la question elle-même de la création monétaire, en fait. Je voulais dire qu'il y a deux choses assez différentes dans cette question qu'on nous a posée. Il y a d'une part, en l'état, avec le modèle actuel des monnaies locales complémentaires, qu'est-ce qu'il y a comme marge pour faire un petit peu de création monétaire? Et puis après, il y a la vraie question de fond de la création monétaire pure, en fait. Pour la première partie, c'est-à-dire avec la loi de l'ESS de juillet 2014, finalement, est-ce qu'on a la possibilité de créer de la monnaie locale? A priori, la réponse est non, mais c'est plus nuancé que ça, parce qu'en fait, on a dû le rappeler dans d'autres débats, mais je le rappelle très rapidement. Déjà, le fait qu'on est avec 1 euro qui est mis à la nef dans le fonds de garantie, et donc la création de la pêche ou de la roue, de l'ECHCO, de la DOM en même temps, c'est déjà un doublement de cette masse monétaire, puisque d'un côté, elle va circuler en monnaie locale et de l'autre côté, sur le fonds de garantie, elle peut servir notamment à générer certains prêts, par exemple, qui peuvent être effectués par la banque. Et donc, c'est même plus qu'un doublement, parce qu'on sait que pour générer un prêt, on n'a pas forcément besoin d'avoir la totalité en caisse. La banque peut très bien générer un prêt qui est nettement supérieur au fonds qu'il possède. Donc, c'est même bien plus qu'un doublement de la masse monétaire, rien qu'avec le principe de ces monnaies locales. Donc ça, c'était pour rappeler ça. Le deuxième point, c'est que je pensais à une expérience qui est faite à Angers avec la Muse. En fait, ils sont partis du principe que
au moment du franc, quand on a dû rendre nos francs au moment du passage à l'euro, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de francs finalement qui sont restés à droite à gauche, qui n'ont jamais été rééchangés. Et donc, autrement dit, si un jour une monnaie locale devait reconvertir la totalité, en fait, très certainement dans la vraie vie, la totalité des billets de monnaie locale ne serait pas rendue. Certains continueraient à circuler, à être gardés comme souvenir, voire certains ont même été détruits, hein, passés dans une machine à laver, je ne sais quoi, perdus tout simplement. Et donc, sur ce principe, ils ont créé ce qu'ils appellent la muse mégot. C'est en fait l'idée, c'est d'encourager les citoyens, en l'occurrence c'était des écoles, d'aller ramasser des mégots, et donc ils avaient en échange, en fonction du nombre de kilos de mégots qu'ils avaient ramassés, ils avaient des muses avec un petit tampon dessus, un petit autocollant marqué mégot. Et donc c'est quand même de la pure création monétaire à hauteur de quelques pourcents, hein, de la masse monétaire. Ils ont jugé qu'il ne dépasserait pas 5%. Ce qui correspond à peu près à ce qui ne reviendrait jamais si on stoppait la monnaie locale et qu'on devait rembourser tout le monde. Et donc, quelque part, ils ont une masse monétaire en circulation grâce au muse mégot qui est donc supérieur au fonds de garantie. Bon, voilà, une petite expérience. Et bon, c'est vrai que plus la masse des muses en circulation est importante, plus le nombre potentiellement de muse mégot aussi augmente en fait, hein, en proportion. Après, il y a une autre idée, alors qui n'est pas expérimentée pour l'instant, mais pour vous dire que ça peut quand même aller assez loin, et c'est une idée qui est un peu plus subversive, mais c'était de se dire, c'est une discussion qu'il y a au niveau de la pêche, c'est de se dire, écoutez, a priori, pourquoi est-ce qu'on sait en France, et l'État sait parfaitement qu'il y a de l'évasion fiscale, et c'est même très exactement où se situe une partie de l'évasion fiscale à l'étranger et dans des paradis fiscaux. Et donc, l'idée, c'est de se dire, cet argent qui, normalement, aurait dû circuler dans l'économie nationale, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas adosser nos monnaies locales, une partie de nos monnaies locales sur ces masses d'argent qui correspondent à l'évasion fiscale, en disant que finalement, à l'État de se charger de garantir tout simplement en essayant de récupérer cet argent qui est en évasion fiscale. Et pendant ce temps-là, on fait circuler dans notre économie réelle de la monnaie locale qui serait donc adossée sur ces masses monétaires qui sont en évasion fiscale. Voilà. Alors, ça n'est pas fait, mais c'est une idée qui peut être quand même tout à fait intéressante pour finalement mettre en circuit de l'argent dont le fonds de garantie ne serait plus sur comment dire, à la nef, mais serait justement assuré par l'État, à charge à l'État de récupérer cette masse d'argent et de remettre la main sur tout ce qui est parti, tout ce qui s'est envolé par le biais d'évasion fiscale. Alors, tout ça pour dire que, bon, voilà, il y a quand même des failles, peut-être des possibilités, et c'est souvent en expérimentant, en rentrant dans ces failles qu'on peut, comme tu disais, Angèle, faire que la loi va évoluer. Et pour ça, c'est intéressant, ces expériences qui sont menées à droite à gauche dans les monnaies locales. Maintenant, j'arrive à la deuxième question qui est la création monétaire pure. Et là, ça rejoint la situation que tu décrivais, Damien, c'est-à-dire que peut-être qu'un jour, on va être en situation où les associations de monnaie locale pourront dénoncer la parité avec l'euro. Il ne faut pas se voiler la face, je pense que c'est dans la tête de pas mal d'entre nous, mais cette situation pour l'instant n'est légalement pas possible. Simplement, s'il y a une perte de confiance telle dans l'euro, peut-être qu'un jour, les gens localement auront plus confiance dans leur monnaie locale pour échanger, et donc les conditions seront réunies pour
dénoncer cette parité, mais évidemment, il y a une question d'échelle. Il faudrait d'abord qu'on se soit suffisamment implanté et développé et qu'il y ait une masse monétaire en circulation de monnaie locale qui soit quand même suffisante pour pouvoir prétendre s'autonomiser de l'euro. Mais ce qui est très intéressant dans ce scénario, pour l'instant, ça n'est qu'un scénario hypothétique, sauf que il a des chances un jour de se produire, tout simplement parce que dans l'histoire, ça s'est déjà produit. Il faut quand même se rappeler que à l'origine, les premières monnaies locales, je fais référence à la crise de 29 bien sûr, n'étaient adossées à rien, parce que dans les gènes de la monnaie locale, en fait, à l'origine de l'origine, ce ne sont pas des monnaies qui étaient adossées à la monnaie nationale ou dominante de l'époque. Donc, c'est pas illogique qu'on réenvisage ça. Et là, ce qui est très, très intéressant, c'est que on pourrait, si on arrive à cette situation, on arrivera à la vraie question de fond, c'est-à-dire ça peut être la première occasion d'inventer ou de mettre en place un système de création monétaire qui, pour la première fois, serait local et serait citoyen, ou en tout cas sous contrôle citoyen. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nécessite qu'on y réfléchisse en amont et qu'on se soit un peu préparé. Alors, nous, à notre petit niveau, dans le cadre d'un groupe sur les alternatives monétaires, on réfléchit un petit peu à ça. Et je dirais qu'il y a deux grandes pistes qui se dessinent quand même. Je résume la question. La question, c'est le jour où on est en situation de dénoncer la parité avec l'euro, concrètement, comment ferait-on pour commencer à faire notre propre création monétaire à l'échelle locale? En gros, ça veut dire c'est retrouver notre souveraineté monétaire en fait. Et ça, ce serait dans l'histoire, c'est quelque chose qui est presque sans précédent. En tout cas, ça pourrait se faire à une échelle sans précédent si ça se faisait partout où les monnaies locales se sont déjà développées et implantées dans le monde. Donc, dans cette situation, comment est-ce qu'on se mettrait à créer nous-mêmes la monnaie? Je finirai là-dessus, il y a deux grandes pistes qui sont vraiment intéressantes à creuser. La première piste, c'est de mettre en place, de s'entendre pour un système qui soit transparent, qui soit sous contrôle citoyen et qu'on mette en place des objectifs comme par exemple, on s'autoriserait à créer de la monnaie locale, par exemple, si l'objectif va dans le sens du bien commun, par exemple. Et donc, ça pourrait, on pourrait s'autoriser à injecter dans notre propre économie de la monnaie de novo, mais qui serait avec des objectifs qui seraient bien précis, qui seraient transparents et qui seraient acceptés par la communauté des citoyenne. Évidemment, sur ce genre de création monétaire locale, il faudra pas oublier le mécanisme de destruction monétaire qu'il faut toujours mettre avec, parce que si on ne fait que créer de la monnaie, on sait tous qu'au bout d'un moment, on va finir par en créer trop, créer de l'inflation, etc. Donc, qui dit création ex nihilo de monnaie à l'échelle locale dira un mécanisme de destruction une fois que, par exemple, l'objectif pour le bien commun est atteint, il faut pouvoir mettre en parallèle un système de destruction monétaire pour avoir quand même un contrôle de la masse monétaire globale. Ça, c'est une première piste qui est quand même très, très intéressante. Et là, on se rapproche vraiment des principes démocratiques, en fait, de gestion démocratique et citoyenne. Le deuxième axe de réflexion qui est quand même très intéressant, et ça on l'a dans notre groupe avec des junistes puisque on réfléchit avec eux maintenant conjointement, c'est sur le modèle de la June, c'est en fait d'adosser la création monétaire à l'humain lui-même. Et donc en fait on est en train de se dire pourquoi est-ce que dans l'évolution à l'avenir
d'une autonomisation des monnaies locales. Pourquoi est-ce que les monnaies locales, un jour, ne décideraient pas de créer, un peu sur le modèle de la June, en tout cas, de créer leur propre monnaie localement adossée sur l'humain? Alors, ça ne veut pas dire forcément la June elle-même, mais comme une multitude de monnaies type monnaie libre qui fonctionneraient à partir des réseaux de monnaie locale, bien sûr. Bon, voilà, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que ça ne sont que des discussions, mais l'idée, c'est de dire qu'il y a aussi un autre moyen de créer de la monnaie en se basant un petit peu sur l'exemple pionnier que constitue la June. Bon, évidemment, leur objectif, c'est une monnaie qui a une vocation qui est, disons, nationale, on va dire, hein, mais on pourrait reprendre cette idée très originale de la June d'une création monétaire sur l'humain pour l'appliquer sur nos propres monnaies locales le jour où, finalement, on aura trouvé le moyen et les conditions de dénoncer la parité avec l'euro. Voilà, c'est une piste. Je m'arrête là simplement pour dire que dans le projet Prenez Place, Emmanuel nous le confirmera, mais on a prévu justement de faire un débat sur cette articulation, sur cette piste qui consisterait à articuler ou avoir les complémentarités entre les deux principes, monnaie locale et la monnaie libre. Je vois que du côté de la roue, vous êtes aussi en contact et donc c'est super parce que effectivement, sur des principes extrêmement différents, maintenant, il faut qu'on passe à l'étape suivante qui est de voir s'il y aurait pas quand même des complémentarités et si on peut pas s'inspirer des expériences de terrain des uns et des autres, quoi. Voilà. Donc, sans déflorer le sujet de ce prochain débat, normalement, Emmanuel nous confirmera que on va bien faire ce débat dans le courant du mois prochain sur cette thématique. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut reprendre la parole ou si on passe à un petit tour de conclusion. Si tu voulais pas, oui. Rien après peut-être. Moi encore juste pour dire que je vois les perspectives que tu veux ouvrir en termes de décrochage des monnaies locales ou autres monnaies, d'ailleurs pas locales forcément de l'euro. Pour moi, c'est vraiment un autre champ en effet d'investigation. C'est vraiment tout c'est un autre type d'expérimentation en fait, qui peut être très, très intéressant, qui n'est pas dans le domaine du possible aujourd'hui trop, il me semble, à part son limité, on va voir ce qui se passe avec la June, mais ça c'est à voir. Je pense aussi d'un autre côté qu'on n'a pas du tout fait le tour de ce qu'on peut faire avec une monnaie locale. Je pense qu'on en est vraiment tout au début. Aujourd'hui, on est en gros première, deuxième génération de monnaie locale. Et ça va continuer à évoluer. Il y a beaucoup d'expérimentation à faire, beaucoup d'inventivité à avoir pour, dans le cadre légal déjà permis aujourd'hui, développer énormément de nouvelles choses qui vont nous permettre de transformer la société demain, en fait, déjà aujourd'hui, en fait. Et du coup, ça, je pense que c'est deux voies différentes portées par des gens différents. Et voilà, comme disait tout à l'heure Damien, je pense que ce sont des innovations monétaires, en fait, en quelque sorte, qui sont bienvenues. Mais voilà, je pense qu'on on choisit chacun des chemins différents et je pense que c'est intéressant comme ça. Ariane, tu voulais dire un mot? Non. On va faire un petit tour de conclusion, Ariane, d'accord? Oui, ce sera à moi de commencer, le tour de conclusion, c'est ça? Oui, moi je vois par rapport aux échanges qu'on a eu. Enfin, j'ai vu aussi le message de Corentin là sur les réserves où je viens de regarder où effectivement sur les personnes qui peuvent gérer des monnaies locales, on leur demande de garder des réserves, etc. Puis on a vu à travers les débats et ce que tu as avancé, Henri, que c'est pas si clair quand même, il me semble, ces histoires d'utilisation des fonds de réserve, etc. Bref. Mais ce qu'on voit, en fait, effectivement, là, à travers tous ces témoignages, c'est que, comme le dit Dante, on est au début de recherche
d'évolution véritable de ces objets que sont les monnaies locales, qui ont commencé finalement assez petits et sous format matérialisé, etc., qui sont en train de s'ouvrir et d'expérimenter en fait plein de choses annexes aussi. Et puis voilà, un champ d'ouverture de possible avec le passage à la numérisation, alors que ce soit là maintenant centralisé, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire avec un passage au numérique centralisé, évidemment, certaines fonctions, etc. Puis comme là tu l'as évoqué aussi Henri et Damien, voilà des espèces de convergence entre des alternatives monétaires qui commencent à dialoguer en fait et à voir qu'elles se correspondent ou du moins qu'elles résonnent les unes avec les autres sur un certain nombre de points. Et moi, je pense que effectivement, on va voir arriver des espèces de méta-objets comme ça monétaires sur les territoires, dotés de différentes fonctions qui venaient de projets annexes. Et puis commence à arriver, comme j'ai dit, vraiment des crypto-monnaies locales, donc des objets, en tout cas qui sont que sur projet pour l'instant, mais de volonté de monter des monnaies locales avec usage local, mais en partant directement de la blockchain. Et ça, voilà, comment ces projets-là vont dialoguer avec les monnaies locales qui seront historiquement déjà présentes dans les territoires, avec la June, etc. Donc ça va être assez fascinant d'observer ça, de voir comment cet écosystème-là de projets monétaires qui portent des valeurs très proches va réussir à dialoguer et surtout à coopérer, évidemment. C'est ce qu'on souhaite. Enfin, moi, ce que j'appellerais de mes voeux, c'est vraiment plus une coopération et que surtout elles se mettent pas à être en concurrence, ce qui aurait pas de sens, étant donné les valeurs portées par ce type de projet. Voilà. Merci. Angèle ? Oui. Pour le mot de la fin, je soulignerai aussi l'énorme travail de coopération qu'il y a entre les monnaies locales à travers la France, à travers les réseaux nationaux. Vraiment, on bosse ensemble sur tous les fronts, notamment aussi au niveau du numérique. Il y a des grosses dynamiques collectives qui sont indispensables, je pense, pour que les nouvelles monnaies locales qui émergent ne soient pas contraintes de tenir leur compte sur un tableau Excel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut du coup commencer à penser des interopérabilités entre monnaies locales. Nous, voilà, c'est quelque chose qu'on envisage là, par exemple, avec nos voisins du Sud ici qui sont dans l'Allier, qui utilisent comme nous le Koinos, le logiciel Koinos. Voilà, ce qui permet, par exemple, à un professionnel ou un adhérent qui est frontalier, par exemple, de deux zones qui utilisent différentes monnaies locales, et de pouvoir facilement passer de l'une à l'autre et que les associations s'y retrouvent avec un système de chambre de compensation. Donc voilà, ça fait partie des perspectives possibles et des enjeux pour les monnaies locales dans les années qui viennent. Du coup, moi, je dirais en conclusion que rappeler que les monnaies locales complémentaires telles qu'on les connaît, ça fait que depuis un peu plus que 10 ans que ça existe. C'est suite à la crise de 2008 que les premières sont apparues. Et du coup, c'est très court en fait dans l'échelle de temps que les monnaies classiques qu'on connaît existent depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et donc, on est à la fois sur un truc court et en même temps, on est aussi un outil qui est pratique, qui fonctionne. Donc, on a beaucoup de temps à passer pour le faire fonctionner, pour engager des citoyens, des professionnels, des collectivités dans la boucle, et donc un peu faire la communauté. Et du coup, ces questionnements-là, en fait, on est toujours tiraillé entre des problèmes pratiques qu'il faut qu'on arrive à résoudre pour développer les systèmes, et en même temps les questions philosophiques qui sont tout aussi importantes, et ce pourquoi on fait ces systèmes-là. Et du coup, on apprend en marchant, et je pense effectivement que on n'est pas du tout au bout du chemin, on est même au début, la loi va bouger, il y a du travail de coopération, comme Angèle a dit, au niveau entre monnaies, au niveau national, avec le mouvement Sol, des choses qui se font pour que on fasse évoluer le contexte légal et faire grandir aussi les différentes monnaies locales pour que derrière elles puissent remplir leur mission. Et puis c'est très bien de garder la vigilance et toujours une perspective on peut essayer de faire un peu plus et d'essayer un peu de garder l'esprit des premiers qui ont créé les monnaies locales, qui ont fait ça vraiment hors de tout cadre légal. Et en gros, la loi disait rien. Du coup, ils ont dit s'il y a un vide, on y va. Et puis après, du coup, la loi a bougé. Et je pense que c'est ça, en fait, l'idée des monnaies locales, c'est d'essayer de faire évoluer les choses de l'intérieur. Et donc ça, on le fait en marchant, et du coup, ça prend un peu de temps.
Mais si on regarde un peu le chemin parcouru depuis 10 ans, il y a quand même déjà beaucoup de choses qui ont été mises en place et je pense qu'on peut être assez fier de ça. Voilà, et se dire que ça va continuer encore pendant un paquet d'années. Du coup, pour dire un mot aussi, alors juste comme sur je vais quand même revenir à cette histoire de fonds de réserve là, sur la loi ESS, c'est pas la conclusion, mais pour préciser, à mon sens, on parle des réserves impartageables des coopératives dans cet article de loi, et pas des fonds de réserve des monnaies locales. Je me demande s'il n'y a pas une confusion sur cette histoire de réserve. Du coup, en conclusion, je dirais que je soulignerai comme toi, Angèle, la dynamique qui se fait, la coopération. Il y a un écosystème là, qui naît, Mouvement Sol, Locavalito, Institut des monnaies locales, qui est soutenu par pas mal de fondations de l'économie sociale et solidaire aussi pour nous aider à avancer. Donc, il y a une vraie dynamique qui se crée. Cette année, nous, en Archi au Pays Basque, plus d'une vingtaine de monnaies locales qui sont venues se former, dont vous, avec sur comment passer au numérique, comment développer l'activité. Donc, il y a un vrai mouvement qui est en train de naître, qu'il n'y avait pas il y a 2-3 ans. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau et je trouve ça très prometteur. Et après, par contre, il y a un truc, c'est que le monnaie locale, c'est un outil. Et que du coup, j'invite tous ceux qui nous écoutent à se saisir de cet outil, parce que l'outil, si vous le laissez sur la table et que vous le regardez, il peut être très joli, mais il ne sert à rien. Donc, c'est bien d'écouter, c'est encore mieux de passer à l'action. Voilà. Oui, ça c'est sûr. Juste, je dirais, moi personnellement, que je suis vraiment très content de la perspective que vous ouvrez comme ça. Je dis ça parce que je suis pas depuis si longtemps que ça dans les monnaies locales, contrairement à vous. Donc vraiment un grand merci pour les pionniers, ils se reconnaîtront. Mais je dirais que ça donne l'impression qu'on est finalement beaucoup plus au début d'une vraie aventure que à l'aboutissement de quelque chose, parce que là, on voit plein de perspectives qui émergent en fait, et on voit finalement, on commence à prendre la mesure du levier que peut représenter l'outil monétaire pour nos choix de société en fait. C'est absolument énorme et c'est ce message-là qu'il faut absolument qu'on arrive à diffuser et qu'on arrive à faire passer dans l'esprit des gens. Et un des grands intérêts de rentrer dans ces monnaies locales, c'est justement que on n'est plus que dans de la théorie. Pour savoir comment faire pour arranger les choses, c'est que les monnaies locales, ça nous confronte directement au réel, au concret et à l'expérimentation sur le terrain. Et donc, on voit ce qui marche pas bien, et on se pose les vraies questions, c'est-à-dire comment on pourrait faire mieux, comment on pourrait faire évoluer les choses. Donc, c'est assez idéal pour à la fois se tourner sur l'avenir et réfléchir à l'avenir, mais à la fois en même temps se confronter d'emblée au terrain. C'est absolument indispensable pour avancer et c'est un vrai plaisir de participer à cette aventure-là. Et en tout cas, je finirai peut-être là-dessus. Un grand merci à l'équipe de Prenez Place, parce que quelque part, c'est vraiment ce qu'ils sont en train de faire en posant sur la table, ou en tout cas sur la place publique, les questions de fonds monétaires pour que les gens se les approprient. Donc vraiment merci. Et là aussi, on a le sentiment qu'on est plutôt au début d'une aventure qu'à l'aboutissement. Voilà. Donc la suite à la prochaine étape, sur la prochaine place. Merci. Merci à tous. Merci Henri.